Amis randonneurs et amoureux des grands espaces, nous nous trouvons en cette veille de Pentecôte dans le parc du Grand Sasso dans les Abruzzes. Nous sommes partis il y a 2 jours pour un road trip dans le but de découvrir 2 altipianos des Apennins du centre de l'Italie. Le premier ici à Campo Imperatore, appelé également le Petit Tibet, et dans quelques jours ce sera au tour de l'altipiano de Castelluccio di Norcia. Nos 2 premiers jours de route ont été consacrés à de la visite et avons pu découvrir Orvieto, Bolzeno et son lac, Montefiascone et Viterbo. À présent, nous revenons à notre passion, la randonnée, et avons décidé de faire ce matin le sommet emblématique du secteur, le Corno Grande. Mais le fort vent et les nuées de brume remontant de la vallée, et surtout la présence de grands névés pentus, ont stoppé notre progression. Nous sommes donc allés nous réfugier au Rifugio Duca degli Abruzzi, où nous avons dégusté une bonne soupe chaude, lentilles et céréales, et échangé avec un très gentil groupe de jeunes gens italiens. Ciao ciao il gruppo! En début d'après-midi, le ciel s'est levé et le vent légèrement tombé. Nous sommes donc partis tout d'abord sur le Monte Portella, puis le Monte Aquila. Aujourd'hui, nous consacrons notre journée à visiter les villages autour de Campo Imperatore. À quelques virages de l'hôtel de Campo Imperatore, perché entre ciel et roche, se cachent des villages suspendus dans le temps. Ces villages ne crient pas, ils n'ont pas besoin de foule, ils parlent à ceux qui savent écouter, à ceux qui cherchent, dans les plis du paysage, une autre Italie, plus haute, plus lente, plus vraie. Santo Stefano di Sessagno a la peau couleur de sable et de cendre, ses arches, ses escaliers, ses silences. Ici, l'hospitalité n'est pas un service, c'est un murmure qui vous accueille au creux d'un mur centenaire.
Ce village renaît grâce à l'idée folle d'un Suédois. Il fait revivre l'hospitalité d'autrefois, avec des chambres dispersées dans des maisons de bergers restaurées. On appelle ça l'albergo diffuso. Calascio, dominé par la silhouette imposante du roc à Calascio, une forteresse de pierre blanche dressée face à l'immensité, l'un des panoramas les plus saisissants d'Italie centrale. Castel del Monte, d'abord l'un des plus beaux villages d'Italie, un dédale de ruelles en pierre accroché à la montagne, figé dans une harmonie de silence et de vent. Ici, les maisons semblent se fondre dans le paysage. C'est un lieu d'histoire, mais aussi de cinéma. Sur le plateau vaste de Campo Imperatore, là où les routes se perdent dans la lumière, il est une bâtisse de pierre au volet rouge que le vent connaît depuis toujours, le Ristoro Mucciante. Ici, il n'y a pas de service à table, pas de nappe blanche, pas de menu compliqué, seulement le ciel immense des odeurs d'herbes sèches et ce feu sacré qui crépite devant l'entrée. On y choisit sa viande dans une vitrine, comme on choisirait son bois avant la nuit. Puis l'on s'approche des barbecues de pierre et l'on dépose les arrosticini, ces brochettes d'agneau si simples, si vraies. Les braises chantent, la fumée s'élève vers les montagnes et les visages se rassemblent autour du feu, unis par la chaleur et l'attente. Le temps se suspend entre une bouchée, un rire et le sifflement du vent. Le Ristoro Mucciante n'est pas un restaurant, c'est une halte ancienne, une tradition vivante. Une communion entre l'homme, la terre et la braise. En cette journée de transfert entre Campo Imperatore et Castelluccio di Norcia, nous ferons une halte déjeuner à Amatrice, ville meurtrie dont je n'aurai pas le courage de filmer. Une chapelle de pierre claire, posée là comme une pensée, tournée vers les cimes. Karol Wojtyła, avant d'être pape, fut un homme de montagne. Il marchait, il grimpait, il priait au rythme du vent et des rochers.
Ce sanctuaire n'est pas un monument, c'est un écho, une trace de foi laissée sur le chemin. Les fidèles viennent s'y recueillir, les marcheurs s'y arrêtent, les vents s'y apaisent. Ici, la montagne devient prière et la foi un sommet à gravir, sans bruit, avec le cœur ouvert. Amatrice, un nom qui évoque le goût, la chaleur d'une assiette partagée, mais aussi le frisson d'un silence. Cette ville de montagne nichée à la frontière du Latium et des Abruzzes fut un jour d'août 2016 frappée en plein cœur. Le sol a tremblé, les pierres sont tombées et le temps s'est arrêté. Mais Amatrice n'a pas disparu, elle s'est relevée, lentement, à force de main, de mémoire et d'amour pour ce qu'elle était et ce qu'elle reste. Car ici on connaît le poids du passé, mais aussi la force des racines. Dans l'air flotte encore le parfum des amatricianes, ce plat né ici entre bergers et feux de bois, devenu emblème de la cuisine romaine. Une sauce simple, franche, comme les gens d'ici. Amatrice, ce n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole, celui d'un peuple debout, qui pleure ses absents, mais bâti pour ceux qui viennent, une ville blessée, une ville vivante. Un nom qui sonne comme un murmure suspendu à 1450 mètres d'altitude sur une mer de silence et de ciel. Le village, minuscule, s'accroche à la colline, entouré de l'immense Piano Grande, une plaine lunaire que le vent traverse comme un souffle ancien. Mais une fois par an, la magie surgit. Entre juin et juillet, la terre se réveille, en couleur, c'est la fioritura, la floraison des lentilles, mêlée de coquelicots, de bleuets, de marguerites. Un tableau vivant, mouvant, peint par la nature, que ni les hommes ni le temps ne peuvent vraiment dompter. Le tremblement de terre de 2016 a blessé ces pierres, mais il n'a pas tué l'âme du lieu. Les maisons se reconstruisent, les champs fleurissent encore, et les gens fiers y vivent avec la montagne comme compagne et la lumière comme prière. À Castelluccio, on comprend que la beauté n'est pas un luxe, mais une résistance. Une réponse lente et silencieuse à tout ce que le monde oublie trop vite. Ici, même les fleurs savent se battre. Bonjour les amis, voilà, il est 9h à Castelnuccio d'Orcia. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec une brume épaisse à couper au couteau. Et donc, nous avons attendu un petit moment. Nous avons pris le petit déjeuner dans le van. Et nous voilà partis, en espérant que la brume se lève et qu'elle nous montrera le magnifique Altipiano de Norcia. Allez, on y va ? C'est parti!
C'est ainsi que s'achève notre randonnée au Monte Redemptore. Salut! Pour cette journée tampon, nous décidons de visiter à partir de notre spot les sites de Roccaporena, de Norcia et de Cascia. Une poignée de maisons accrochées à la roche, comme si le monde s'était arrêté ici. C'est dans ce village retiré, enveloppé de brume et de pierre, qu'est née Rita, celle qu'on appellera plus tard la sainte des causes impossibles. Chaque ruelle porte son nom, chaque recoin murmure son histoire. La maison natale, simple et dépouillée, où naquit une femme forte dans un monde dur. Le rocher des supplications, au perché, où elle montait prier seule, dans un dialogue silencieux avec Dieu. Et la rosière, ce jardin suspendu où l'hiver recule parfois pour laisser éclore un miracle, une rose, hors saison, comme un signe, comme un souffle. Roccaporena n'est pas un lieu touristique, c'est un sanctuaire à ciel ouvert, où les pas ralentissent, où le silence est réponse. Ici, la foi ne crie pas, elle écoute. Et dans la montagne qui veille, la mémoire de Sainte Rita continue d'enseigner la paix dans ce monde qui en manque tant. La basilique blanche et haute attire les pèlerins venus de partout, non pour le faste, mais pour l'espérance. Dans une chapelle silencieuse repose le corps intact d'une femme qui connut la douleur, la solitude et le pardon. Rita n'a pas changé le monde, elle a transformé la souffrance. Elle est la prière en sourdine, mais aussi la table pleine.
car entre deux églises, ce sont les Norcini, maîtres charcutiers, qui perpétuent un art plus ancien encore, celui de travailler la viande avec patience, feu doux et sel de la terre. Le parfum du jambon suspendu, le goût sauvage du sanglier, les truffes noires secrètes. Ici, la saveur est mémoire. En 2016, la terre a grondé, le cœur de Norcia s'est fissuré, mais la ville n'a pas cédé. Elle a prié plus fort, elle a fumé ses viandes, elle a ouvert ses bras. Norcia ne parle pas fort, elle montre. C'est l'Italie intérieure, celle que l'on découvre tard et qu'on n'oublie jamais. Pour cette dernière journée, nous décidons de faire un détour par la Toscane, au sud de Sienne, dans la Val d'Orcia. Une place et non des moindres, mais ici, au lieu de pavés, c'est l'eau qui règne, une grande vasque fumante. Là où ailleurs, il y aurait eu un marché, des cris, des pas pressés. Ici, rien ne presse, l'eau chaude jaillit depuis les profondeurs, comme elle le fait depuis l'époque des Étrusques. Catherine de Sienne y venait prier, Lorenzo de Médicis s'y soignait. Aujourd'hui, ce sont les pierres qui méditent. Une petite chapelle seule au milieu des collines, 2 cyprès pour la garder, un sentier de poussière pour y arriver, et le ciel immense, rien de plus. Et pourtant, tout est là. Elle n'ouvre pas ses bras, elle vous regarde, comme si les collines l'avaient créée pour retenir un peu d'éternité. On y vient pour une photo, on en repart plus lent. Une ville née d'une idée, celle qu'un monde meilleur pouvait exister et qu'il commencerait ici. Dans cette colline douce de Toscane, le pape Pie II, enfant du lieu, rêva une cité idéale, une ville à la mesure de l'homme, baignée de lumière, équilibrée comme une phrase parfaite. Et aujourd'hui encore, chaque place, chaque ruelle semble avoir été pensée pour que l'âme respire. La place Pie II, ciselée comme un bijou, la cathédrale blanche, les palais aux lignes calmes. Mais Pienza n'est pas figée, elle vit, elle sent bon. Dans les boutiques flotte l'arôme du pecorino, ce fromage de brebis affiné au foin, à la cendre ou simplement au thon. On y marche lentement, guidé par les noms des ruelles, Via dell'Amore, Via del Bacio, comme autant de promesses murmurées. Ici, le silence n'est pas vide, il est plein de beauté. Pienza, c'est une pensée devenue pierre, un rêve d'harmonie qui a traversé les siècles pour nous rappeler que la beauté, elle aussi, est une forme de foi.
Ce voyage n'était pas une course, mais une traversée, à travers des villages silencieux, des pierres blessées, des collines parfaites. Ici, l'Italie ne parle pas fort, elle murmure. Dans le vent de Campo Imperatore, à Norcia, à Amatrice, dans l'eau fumante de Bagni-Vignoni, dans la prière muette de Cascia ou l'harmonie de Pienza. Chaque lieu a offert quelque chose de rare, du temps. Le temps de marcher, de respirer, de ressentir, et peut-être de se souvenir que la beauté la plus pure ne se montre pas, elle s'offre seulement à ceux qui savent regarder.